Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te présenter un nouveau concept de vidéo, donc qui s'appelle On parle de insérer le nom du monstre. En gros, l'idée c'est, je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo pourquoi un mob est trop faible ou trop fort dans une optique derrière d'équilibrage du personnage. Voilà, bon, on sait jamais, peut-être qu'il y aura des gens comme toi qui regarderont les vidéos ou juste ça vous servira à vous savoir expliquer pourquoi un monstre est beaucoup trop fort ou beaucoup trop faible. On va commencer dans cette vidéo par parler de Ritsu, qui est le 5 nat LD que j'ai eu la chance de choper lors de l'event d'invocation des 8 ans. Et donc on va voir un petit peu pourquoi un mob qui a un kit qui paraît de premier abord aussi intéressant, voire broken, ne marche absolument pas dans la pratique. Et je vais essayer de t'expliquer ça de la manière la plus précise possible. Je me suis fait un petit Word et tout, euh, pour bien que tu comprennes pourquoi le mob ne peut pas marcher. Alors, on va commencer par le commencement. C'est un mob dark, knocker. D'accord. Donc il a un awake crit rate de 15%, ce qui est très intéressant pour un mob dark knocker. Mais le problème, c'est que ces spells ne scale uniquement sur l'attaque. D'accord. Donc c'est un mob bruiser damage dealer qui va avoir besoin, si possible, du 100% de to crit. Pourquoi? Parce qu'il est dark. Vu qu'il est dark, il n'a pas d'avantage élémentaire sur tout ce qui est mob vent, feu et eau. Donc, si je veux assurer mon DPS, je vais devoir chercher les 100% de to crit. Là où avec un mob élémentaire, bon, on va prendre par exemple l'exemple d'un singe vent. Un singe vent, tu peux te contenter en RTA de le mettre à 85% de to crit, parce que tu sais que tu joues ton singe vent contre des teams qui sont heavy haut. Donc du coup heavy haut veut dire que tu vas avoir les 15% de to crit en plus de l'avantage élémentaire. Et c'est ça pour plein de bruisers. Là, je prends l'exemple de Xingze, les Shiu, c'est pareil, le Susanoo, c'est pareil. Généralement, sur tes bruisers élémentaires, tu as besoin d'uniquement 85% de crit rate pour assurer tes crits. Voilà, donc ça c'est l'idée. Là, comme il est dark, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de crit rate. Comme il est dark, je vais être obligé d'aller chercher les 100% de crit rate, vu qu'on va le voir, son kit tourne quand même vachement autour de faire des damages. Donc le sort 1, il stun, ok, 50% de chance. Le sort 2, il met le break def avec 100% de chance, 3 tours de CD, et ça met la petite ombre qui le protège. Et si jamais l'ombre n'est pas consommée, donc comment on consomme l'ombre? En mettant une attaque dans le Ritsu. Donc si jamais il ne consomme pas l'ombre, l'ombre attaque avec lui lors de sa prochaine attaque. Donc ça booste un petit peu ses damages. C'est un sort 2 qui a des dégâts de base qui sont très très faibles. Et en gros, il se retrouve avec des dégâts corrects si tu prends en compte que la petite ombre tape avec toi lors de la deuxième attaque. Voilà. Et le sort 3 qui permet de mettre un nouveau type de debuff qui est incleansable. On ne peut pas cleanse le debuff du piège d'ombre sur un adversaire. Et en gros, lorsque ton adversaire y joue, tu voles littéralement le tour de ton adversaire. Donc en gros, il ne se passe rien. L'adversaire arrive à 100% d'ATB, débloque son tour et est instantanément à 0% d'ATB. Et donc à ce moment-là, c'est Ritsu qui joue et du coup tu peux derrière soit continuer de mettre des stuns, soit remettre un S2 si tu as récupéré le cooldown. Voilà l'idée pour le mob. Donc c'est clairement un kit et il a un leader skill crit rate pour les mobs dark. Donc c'est clairement un kit qui est axé autour du damage, d'accord? Donc on en revient à ce que je disais. Tu vas devoir chercher les 100% de to crit. En plus de ça, on a vu que dans ces spells, ça scale uniquement sur l'attaque, donc tu vas pas pouvoir aller économiser des stats tout en ayant des bons damages. Et pour t'expliquer un petit peu pourquoi Ritsu est ce qu'il est tout au long de la vidéo, je vais utiliser des comparatifs, d'accord? On va comparer à chaque fois, pour chaque exemple que je donne,
avec d'autres mobs dans la méta qui, qui dans des situations similaires font beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Et pour avoir une meilleure idée de où se situe Ritsu dans la méta. Donc là par exemple pour cette notion de stats, comme quoi il demande beaucoup de stats, on voit que notamment en RTA ou même en siège, hein, dans la plupart des contenus, ce style de perso bruiser dont j'ai envie de dire presque l'unique vocation c'est de taper, généralement ils ont autre chose, ils ont des scaling particuliers qui font en sorte qu'ils ont besoin d'aller chercher moins de stats. Donc je vais prendre tout bêtement l'exemple de Thessarion, donc des Ilfrites. Donc ça peut être Thessarion, ça peut être Théomar, ça peut être Elcharion, ça peut être ce que tu veux. Ces mobs-là vont avoir des dégâts très élevés tout en ayant besoin de moins de stats offensifs parce qu'ils scalent sur la speed. Voilà, donc tu peux avoir le speed scaling, tu peux avoir les scaling sur les HP, scaling sur la def. Pourquoi est-ce que ces mobs là sont plus intéressants et demandent moins de stats? Parce qu'avec une seule stat, ils font deux choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'attaque dans ce jeu, c'est une stat qui a quasiment uniquement vocation à augmenter tes dégâts. D'accord? Le problème, c'est que du coup, quand tu as un mob qui ne scale que sur l'attaque, si tu veux que ton mob tape, il faut uniquement qu'il ait de l'attaque. Alors que pour le cas, par exemple, d'un mob qui scale sur la speed, donc il y en a plusieurs, hein, mais l'avantage d'avoir de la speed, il est double. D'un, ça augmente tes dégâts, et de deux, ça te fait jouer plus souvent. Donc tu peux avoir plus souvent l'occasion de taper et de mettre des dégâts supplémentaires. Pour les mobs qui scale sur les HP et sur la def, l'intérêt, en plus d'augmenter tes damages, c'est d'augmenter ta tankiness. Ça tombe sous le sens. En plus de ça, il y a des mobs comme les Miles, etc., qui, eux, par exemple, n'ont pas besoin de crit rate, crit damage pour faire des dégâts, ni même d'attaque. Donc tu vois qu'il y a actuellement plein d'autres bruisers, dont bruiser slash damage dealer, dont l'utilité est uniquement de taper, qui font qui ont moins besoin de stats qu'un mob comme Ritsu. Voilà, donc on peut aussi prendre l'exemple des bombers qui eux ont pas besoin de to crit, crit damage, il y en a plein. En gros l'idée c'est que c'est un mob qui va te demander beaucoup de stats. Pourquoi? Parce que en plus d'avoir de scale sur l'attaque, de avoir besoin de crit rate, crit damage pour faire ses dégâts, il va avoir besoin d'accuracy. Il va avoir besoin d'accuracy pour pouvoir mettre son break def sur le S2, parce que c'est un break def qui proc à 100% mais une seule fois. Hein. On rappelle que il y a des mobs quand même comme Anne qui pose le break def 4 fois à 100%. Donc là 4 fois à 100%, ou Diana qui strip 4 fois à 100% sur son S2 en forme d'humaine. Donc là on est sur un kit qui est quand même qui a besoin d'accuracy, sinon ça ne marchera pas. T'en as besoin pour le break def et pour le passif. Bref. Donc c'est un mob qui demande beaucoup de stats. En plus de ça, c'est un mob qui demande du setup pour marcher. C'est un damage dealer. Certes, il se setup le break def tout seul. Par contre, il va falloir avoir un strip en face de lui. Un strip qui joue avant le mob. Si tu n'as pas de strip qui joue avant ton mob, clairement, il n'a pas le kit pour tuer un mob à travers le wheel. Comme ça pourrait être le cas par exemple pour un Daphnis, pour une Narcha qui se setup le strip. Bon, des persos comme ça, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Tu peux même un Molong qui met, quel que soit le wheel ou pas le wheel, il met les 70% HP. Une Kali ou un Oberon qui met linear def. Voilà. Il y a besoin d'un setup. Il faut avoir un strip qui joue avant lui pour pouvoir mettre le break def. Sinon, bah, tu vas être obligé d'aller focus des mobs qui sont potentiellement en Nemesis ou en Revenge tour 1. Et ça, bon, c'est un problème. Donc ça, c'est le deuxième point négatif pour moi. Le troisième point négatif, j'en ai parlé tout à l'heure dans le kit, c'est que on voit que le S2 et le S3 doivent tous les deux marcher pour que son kit, pour que son utilité de damage dealer puisse être remplie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as une résiste sur le S2 ou une résiste sur le S3, tu ne peux pas faire ton combo. Pourquoi? Si tu as une résiste sur le S2
donc que tu ne break def pas l'adversaire. Derrière, tu vas peut-être reprendre le tour avec ton passif, mais tu vas pas avoir les dégâts pour remplir ta fonction de damage dealer. Parce que sans break def, vous allez voir tout à l'heure, je vais essayer de l'illustrer, les damages sont assez faibles. Euh, donc il y a double accuracy check pour faire marcher l'entièreté de son kit. Donc c'est pas des CD extrêmement longs, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc c'est 3 tours de CD sur le S2, 3 tours de CD sur le S3, sachant que quand le CD sur le S3 marche, tu regagnes instantanément un tour. Donc en gros, c'est quand tout se passe bien, c'est 2 tours de CD. D'accord? On va dire, c'est presque comme si c'était 2 tours de CD. Sauf que le problème, c'est que si tu loupes ton break def, ou encore pire, si tu loupes ton piège d'ombre, tu n'as rien derrière pendant 3 tours. C'est-à-dire que pendant 3 tours, les 2 prochains tours après avoir fait le S2, tout ce que ton mob peut faire, c'est stun avec 50% de chance pour un damage dealer. D'accord? Qui ne scale pas sur la speed, pas sur les HP, uniquement sur l'attaque. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si tu as double accuracy check pour faire marcher ton kit, et si jamais tu le loupes, tu n'as absolument rien derrière. Quand on compare ça avec une Sekhmet qui est aussi connue pour avoir un double accuracy check, elle derrière, si elle loupe son S3, déjà elle a le CD du S3 qui est refresh en boucle, tant qu'elle ne le réussit pas, et en plus de ça derrière, elle a quand même un S2 qui est très intéressant, Setup Break Dev, Glance et Anti-Heal AOE, plus un S1 qui a je crois 70 ou 80% de chance de mettre le break attack. Là on est sur un 50% de chance de stun. Tu compares aussi par exemple à un Daphnis qui peut louper son S3, hein. Le S3 a double accuracy check lui aussi. À minima, même s'il loupe le strip et le break def, il fait quand même pas mal de dégâts. Et surtout, tour 2, il a un sort qui peut reset plus anti-heal AOE. En gros, là, l'idée, c'est que si on loupe le combo S2, que ce soit sur le S2 ou le S3, on se retrouve avec, pendant 3 tours, 2 sorts qui ne sont plus utilisables. Et un S1 qui est, honnêtement, pour un damage dealer, assez faible. 50% de chance de stun sur S1. Sur un mob qui est support, on est d'accord, ça va, c'est pas grave. C'est bien d'avoir même du stun sur un mob support ou un mob tank. Mais sur un mob dont la vocation c'est de faire des dégâts, c'est un peu faible. Voilà, donc ça c'est le troisième point pour moi. Le double accuracy check et le kit qui est trop dépendant de réussir ou pas à poser le break def ou à poser le piège d'ombre. Le quatrième point, j'en ai déjà un peu parlé. En gros, pour moi, le kit n'est pas fiable. Il n'est pas fiable dans le sens où, quand on le compare à Daphnis ou Anne, son setup break def, au-delà évidemment du fait que bah voilà, s'il le loupe, le mob ne fait rien, son setup break def c'est une fois 100% de chance de le poser, et ça peut glance. Donc ça contre les molly, contre tous les mobs de la méta qui mettent les buffs glancing, c'est un problème. Quand tu compares avec Anne, ok, son break def il peut glance, mais Anne c'est 4 fois 100% de chance de le poser. Donc même avec un buff glancing, en loupant la moitié, tu as quand même 2 fois 100% de chance de poser le break def. Ce qui fait qu'en gros, le mob a besoin de beaucoup moins d'accuracy qu'un Anne, qu'un Ritsu, pardon, et a beaucoup moins de chances de se prendre un 15% de résist. Daphnis, lui, l'avantage, c'est que, ok, il y a double accuracy check quand il y a du wheel, mais quand il n'y a pas de wheel, c'est un seul accuracy check. C'est en gros c'est strip pour pouvoir mettre le break def. Daphnis, il ne peut pas glance parce que la première partie qui strip et met le break def ne peut pas glance, n'inflige pas de dégâts à proprement parler. Voilà, donc ça pour moi c'est encore un point négatif pour Ritsu, c'est que lui il peut glance. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure. Si tu pars du principe que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la remarque que même si on loupait le break def, même si on n'arrive pas à deal des damages parce que le perso est compliqué à build, qu'il lui faut de la tankiness, de la speed pour cycler avec son kit et de la précision, il y a quelques personnes qui m'ont dit tu peux le jouer uniquement comme un CC, parce que effectivement on parle d'un CC qui est
qui n'est pas cleansable. D'accord. Sauf que le problème, c'est que si le CC n'est pas cleansable, tu es quand même obligé de le mettre sur le mob qui va jouer en premier dans la compo, parce que si tu ne le fais pas ça, il y a un mob en face qui va jouer, qui va potentiellement quand même cleanse le breakdef, ou juste taper sur ton mob pour enlever l'ombre et du coup réduire tes dégâts. Donc, si tu veux le jouer dans une optique purement CC, il faut que tu saches que du coup derrière le mob ne fera pas de dégâts parce que potentiellement ça va cleanse le breakdef ou juste enlever la protection de l'ombre et du coup réduire tes dégâts après. Donc en gros, on parle d'un mob qui peut nullifier un tour sur un adversaire, un tour complet, hein, c'est un CC d'un tour complet quand même, c'est assez intéressant, mais ça a 3 tours de CD. Et un seul accuracy check, donc il a toujours dans tous les cas 15% de chance de le louper. En fait, quand tu compares ça à des mobs comme Oliver, bon évidemment Oliver ça va être l'exemple le plus parlant, qui peut lui aussi faire des damages tout en contrôlant assez facilement l'ATB de 1 ou 2, 3, voire 3 mobs à la fois, et en plus de contrôle cette ATB, parce que en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que empêcher un mob de prendre un tour, c'est un CC similaire à réduire l'ATB d'un mob. D'accord? En gros, son passif, il faut vraiment le comprendre comme réduction de l'ATB. D'accord? Donc en fait, quand tu compares ça à un Oliver qui peut faire la même chose, lui rejouer derrière parce qu'il absorbe l'ATB, c'est même pas une réduction, c'est une absorption de l'ATB, et en plus de ça, increase des cooltime, tu te dis que c'est un peu pauvre comme CC. Autre exemple, tu peux juste prendre une Lorraine. Lorraine va avoir donc ce passif de réduction d'ATB tous les tours. Elle, il n'y aura pas 3 tours de CD. Il n'y aura pas un seul accuracy check. Quand elle réduit ATB, elle tape 3 fois. Il y a très peu de chances que la Lorraine se fasse 100% résiste. En plus de réduire ATB, ça met le slow, ça met l'anti-heal, ça met le breakdef. Là, on parle d'un spell dont la seule utilité, c'est réduire l'ATB. Hein, donc quand on compare à Lorraine, c'est pauvre. Quand on compare à Oliver, c'est pauvre. Même un mob comme Aegir, donc qui est un petit peu dans ce délire-là de damage dealer / réduction ATB avec un S3 qui a 3 tours de CD, bah Aegir, lui, il n'a pas besoin de strip qui joue avant lui. Il n'a pas besoin d'attendre que le perso rejoue pour pouvoir commencer à cycler son kit. Et vous allez voir que il fait beaucoup plus de dégâts qu'un Ritsu. Donc ça c'était pour moi un autre gros point faible du mob, c'est que genre le kit a des CD qui sont absolument trop longs pour ce que ça fait. On a plein de mobs actuellement dans le jeu qui font la même chose que le kit de Ritsu, sauf que eux c'est un passif et ils l'ont tous les tours. Voire ça fait plus de trucs que simplement réduire ATB. Maintenant on va parler de ses dégâts. Donc là tu vois, dans l'exemple que je vais te montrer, j'ai record des petites vidéos. Il a quand même un build qui est relativement offensif. Alors oui, il a une bonne attaque de base. Oui, il a 15% de crit rate de base en plus, donc ça c'est très bien. Mais c'est quand même un mob qui va avoir besoin de dégâts et en même temps besoin de speed, HP, etc. comme on a vu tout à l'heure, et d'accuracy. Donc là, honnêtement, tu peux difficilement, je pense, pour un build RTA, aller chercher plus de dégâts. Pourquoi? Parce qu'en RTA, tu vas aller chercher beaucoup plus de speed, plus d'accuracy et un petit peu plus de tankiness si possible. Hein, donc on voit que c'est quand même un build avec des runes qui sont pas mauvaises, honnêtement. Là on est sur un niveau de rune, on va dire OG1, l'OG2, RTA hein, je parle. Donc ça c'est le build, et donc je vais te montrer un petit peu comment ça tape. Alors pour que le mob tape, on a vu dans le kit, il va falloir mettre le breakdef, proc le passif pour voler un tour ou proc Vio, et derrière bénéficier du S1 qui tapera avec la protection de l'ombre, d'accord? Donc je vais te montrer 3 scénarios, et on va voir de quoi il en retourne. Donc là dans le premier scénario, pour t'illustrer un petit peu les 3 mobs que j'ai pris, pour que tu vois un peu le niveau de tankiness de ces 3 mobs,
J'ai utilisé le Molong, le Roid et le Karnal. Alors, je vais te montrer un petit peu comment c'est runé. Alors, le Molong, il est comme ça. D'accord? Il lui manque une rune. Mais en gros, il a une tankiness classique de bruiser en RTA. On est d'accord, hein? Plus 30k et quelques HP, plus 700 de défense. Je prends vraiment pas une tankiness très élevée, hein. Vraiment pas. En RTA, tu peux très facilement, surtout à mon niveau de jeu, avoir des mobs qui, bon, quand tu tapes un Molong, qui se retrouvent à plus 40k HP et plus 800 ou plus 900 de def. Donc là, c'est une estimation basse, hein, que je fais, hein, que je vous montre. J'essaye pas de fausser les chiffres en prenant des mobs qui sont beaucoup trop tanky et du coup essayer de rabaisser les dégâts de Ritsu, d'accord? Karnal, pareil. Karnal est un peu plus tanky par les HP, mais il a moins de défense, d'accord? Ça, honnêtement, en RTA, il n'y a même pas besoin que ça soit un Karnal pour qu'il y ait une tankiness similaire. Parce qu'en fait, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que sur les supports en niveau gardien, ils auront plus 30k HP, d'accord? Sauf que eux, derrière, ils auront plus 900, plus 1000 de def. Donc en fait, niveau tankiness, t'es à peu près sur le même ordre d'idée. Le Roid, la même idée. Plus 38k HP certes, mais lui il a moins de défense de base. Donc en fait tu te retrouves sur une efficience HP qui est assez similaire à ce qu'on pourrait observer sur un build à plus 30k HP, plus 900 de def de base. Ok, donc ça c'est vraiment le mob qui commence à être tanky en RTA de base, d'accord? Alors ce scénario là, en gros j'ai voulu montrer le coefficient de base du sort 2, d'accord? Donc en gros, le coefficient de base du sort 2, c'est-à-dire la première fois qu'il tape et active sa protection. Pour vous montrer un petit peu que vous allez absolument avoir besoin de faire S2 into S1 pour tuer des mobs, d'accord? Donc le S2, là on a setup break def, setup buff attack. Donc autant vous dire un setup qu'on a quasiment jamais en RTA. Hein. On aura généralement rien du tout. Et on va utiliser ce spell là pour mettre le break def, d'accord? Donc, même dans le meilleur des mondes, avec un build à plus 1300 attaques en crit damage et des artefacts de dégâts infligés, on fait du 24k. Donc autant vous dire que c'est impossible de tuer avec uniquement le S2. Impossible. Même avec le setup break attack, setup break def, setup buff attack, ce n'est pas possible. Trop compliqué. D'accord? Donc deuxième scénario. Là, cette fois, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne quand on fait le kit complet. D'accord? Donc là, on est sur l'hypothèse de setup et de damage la plus élevée. D'accord? On ne peut pas faire plus haut que break def, buff attack. Plus stripper. Et bien, malgré ça, observez. 25k. On a réussi à mettre l'ombre, donc on ne s'est pas fait résiste les 15% l'ombre. On va rejouer. Et donc là, on met... Voilà. On le tue de justesse. Regardez les HP. Regardez les HP. On lui a mis là un tout petit peu plus de la moitié de ses HP restants. Donc là, en gros, on le tue et il nous restait, on va dire, 4k de rab. Donc sur un Karnal mieux runé, plus tanky, même avec un setup break def, buff attack à l'open et avec tout notre kit complet, on ne tue pas ce genre de mob. Pour bien que vous compreniez à quel point ça fait pas de damage, ça fait legit 0 dégâts. Vous prenez le même scénario avec un Daphnis, avec une Narcha, avec un Han, avec n'importe quel Nucker. Setup break def plus buff attack, il n'y a aucun mob qui peut tanker et certainement pas un Karnal avec 600 de def et 36k HP. Certainement pas. Et là, dans mon exemple, j'ai uniquement utilisé un... Et j'ai pas d'artefact réduction, hein. Je n'ai même pas d'artefact réduction. Hein. De toute façon, tu mets pas d'artefact réduction d'arc en RTA, mais... tout ça pour dire que quand tu compares à des mobs damage dealer qui nécessitent même pas forcément le même setup
donc qui n'ont pas besoin de stripper avant eux, qui n'ont pas besoin de setup breakdef, etc. Même quand tu compares à ça, niveau damage, ça ne suit pas. Ça ne suit juste pas. Donc les damages sont beaucoup trop low. Et donc je vais essayer de montrer un dernier exemple. Ah non, my bad, je me suis trompé. Il n'y avait pas d'autre exemple parce qu'en fait c'est assez tragique. Voilà, c'est celui-là l'autre exemple. Donc là, ce coup-ci, on va uniquement mettre le break attack. On ne va pas mettre le buff attack, d'accord? On va mettre le break dash, je veux dire. Et là encore, je suis gentil. Là, je donne un setup. Donc ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps dans la réalité. Hein. Voire moins que ça, parce que dans la réalité, je ne suis même pas censé donner le break def sur le tour 1, d'accord? Donc là, avec setup break def que tu n'as pas, dans les 3 quarts des cas en RTA, tu mets du 17k into 2 x 12k sur l'exemple que je vous ai montré. Donc là, je n'ai pas tué, et c'est large, hein, je n'ai pas tué largement un bruiser classique de RTA avec mon plein combo. Là, j'ai fait mon combo complet qui peut se faire résiste sur le break def, se faire résiste sur l'absorb ATB, et je n'ai pas tué. J'ai proc Vio, et encore une fois, je ne tue pas. Pourquoi? Parce que le coefficient du S1 est ridicule. On parle là quand même d'un build à plus 1300 attaques avec 130 de dégâts crit. Hein. J'ai mis du 12k sur breakdef. Tu compares sur n'importe quel autre spell d'un mob par exemple qui scale sur la speed, etc. Avec le même build, je mets du 20k. Voire plus, tu vois. Voilà, donc c'est assez triste de voir que même avec toutes les contraintes que le mob te demande, et bien même quand il s'agit de deal des damage, ça ne suffit pas, tu vois. Le mob fait pas assez de dégâts. Ok, donc ça c'est évidemment la douche froide, hein, quand tu vois que le kit du mob, avec toutes les contraintes qu'il a, tourne exclusivement autour de deal des damage et que il ne deal pas de damage ni plus qu'il ne cessait. Et enfin le dernier argument, c'est que comme on a vu qu'il faut qu'il fasse son qu'il faut qu'il utilise son kit entier, donc il faut qu'il tape avec son ombre. S'il ne tape pas avec son ombre, les dégâts c'est encore plus ridicule. Tu te doutes bien que s'il tape pas avec son ombre, ben, lorsqu'il tape la deuxième fois, les dégâts c'est réduit de moitié. Donc en gros, même avec un setup buff attack break def, tu mets un 20k sur le premier spell et tu mets derrière un 17k sur le deuxième spell. Alors, on parle quand même d'un Nucker dont le kit complet ça se résume à faire 38k damage. Bon, c'est assez faible. Mais le problème, c'est que comme du coup, tu es obligé d'utiliser ton passif pour rejouer et taper avec l'ombre qui te protège, pour être sûr d'avoir au moins un tant soit peu de dégâts, tu te retrouves avec un mob du coup qui est ultra vulnérable. Parce que du coup, tu consommes la protection de ton ombre à chaque fois que tu joues. Donc en fait, pour bénéficier de ton passif S3, tu vas perdre le passif de protection du S2. Donc en fait, tu te retrouves avec un mob qui a 10 000 HP de base, moins de 600 d'HP de défense de base, qui ne fait pas de dégâts, et qui se fait littéralement arracher. Vraiment, Ritsu se fait one-shot. Hein. Parce que là où Minato, lui, il peut quand même bénéficier assez souvent de la protection du S2, Ritsu ne l'a jamais. Parce que si Ritsu veut taper, il est obligé de consommer sa protection. Voilà, donc en fait, on se retrouve avec un mob qui demande trop de stats, qui demande du setup, qui a un kit RNG, qui a des CD trop longs, qui ne fait pas de dégâts et qui n'est pas tanky. Donc là, le mob est tout bonnement injouable, quel que soit l'aspect du jeu, quel que soit l'utilité que tu as envie de lui donner, que ce soit damage dealer, CC, cycling, etc. Le mob ne fait absolument rien. Et c'est un problème. Bon, après l'avantage, c'est que comme je vous ai dit avant, c'est un nouveau 5 nat. Il a un kit qui est marrant. Donc, à mon avis, c'est sûr et certain, le mob va se faire up. C'est qu'une question de temps. C'est pour ça que, comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis très content de l'avoir drop. Il n'y a pas de souci. C'est un nouveau 5 nat, un nouveau mob, c'est pas un doublon. Je suis content, tu vois. Juste, je sais pas s'il va se faire up prochain Balance Patch ou s'il va se faire up dans 3 ans, comme on a pu voir pour certains LD. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu des pistes d'amélioration. Qu'est-ce que comme 2S pourrait faire
pour rendre ce mob viable, pas pété, viable, et garder un petit peu l'originalité de son kit. Bon, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, ce qu'il faut faire, à mon avis, très très rapidement, c'est faire en sorte que le S3 soit irrésistible. Pourquoi? Parce que là, actuellement, c'est un mob qui demande trop de stats, qui fait pas assez de dégâts, et peut-être que pour corriger ces dégâts et le côté random de son kit, faire en sorte que le S3 soit irrésistible, ça serait déjà un bon axe, une bonne piste de recherche. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, derrière, tu as besoin d'aller chercher moins d'accuracy. Bon là, on voit déjà que sur le build que j'ai pas beaucoup d'accuracy, hein, mais tu as besoin d'aller chercher moins d'accuracy, voire peut-être uniquement un artefact accuracy S2. Et du coup, tu peux te permettre d'avoir plus de damage, et peut-être que ça pourrait aider un tout petit peu. Mais en fait, dans tous les cas, il faut rendre le kit moins RNG. Donc pour moi, il faut rendre le S3 irrésistible. En plus de ça, je pense qu'il faut réduire le CD du S3 d'un tour. Parce que comme je te l'ai dit précédemment dans la vidéo, on parle quand même d'un mob qui a son kit complet une fois tous les 3 tours. C'est trop long, hein, c'est trop long. Pour les 3 quarts des mobs, tu compares avec un Aegir. Aegir, il absorbe la TB, derrière il récupère 50% ATB sur le S3. Son kit cycle beaucoup plus vite. Oliver, il arrête pas d'enchaîner S3, S2, S3, S2. Même son S1 lui fait regagner de la TB pour pouvoir cycler. Le Han, il regagne 100% de la TB avec son S3. Il scale sur la speed sur le S1. Donc il faut faire un truc avec son cooldown, avec le CD du S3. Pour moi, c'est pas du tout intéressant. Et en fait, le truc, c'est que en plus de ça, le CD du S3 et du S2 sont les mêmes. Donc en fait, tu pourras jamais bénéficier de la protection du S2. Tu es toujours obligé de soit derp ton S3, auquel cas ton mob sert à rien pendant 3 tours, soit consommer ta protection parce que tu rejoues et du coup tu dois taper. Donc ça pour moi c'est une première piste d'amélioration. La deuxième piste d'amélioration qu'il pourrait faire en plus de ça, ça serait de ne plus lui faire perdre sa protection quand il tape avec son ombre. On en parlait, le mob est extrêmement squishy par rapport aux prérequis de stats qu'il demande. Pour moi ça serait vraiment pas déconnant pour un mob qui deal aussi peu de damage, qu'il garde, donc peut-être avec, genre, je sais pas comment il pourrait faire hein, sans buffer les autres, peut-être le mettre, rajouter une ligne dans le passif, dire que lorsque tu as proc le passif piège d'ombre, tu ne consommes pas ta protection lorsque tu tapes. Peut-être qu'il pourrait faire comme ça, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est le genre de buff qu'il faudrait qu'il ait pour augmenter un tout petit peu sa survivabilité. Je dis pas que ça va le rendre OP si on fait tous ces buffs. Et pourtant, tu vois, c'est quand même 3 bons buffs que je propose. Hein. Réduire d'un tour le CD du S3, faire en sorte qu'il soit irrésistible sur le S3, et en plus de ça, ne plus lui faire perdre la protection du S2 lorsqu'il tape. Ces 3 bons buffs, et ben malgré ça, je peux t'assurer que le mob ne serait pas broken. Pourquoi le mob ne serait pas broken? Parce que ses dégâts de base seraient toujours trop faibles. Le mob serait toujours très demandant en stats pour pouvoir marcher. Il aurait certes besoin d'un tout petit peu moins d'accuracy, mais il lui faudrait quand même de l'accuracy sur le S2 pour pouvoir assurer ses break def. Et en plus de ça, on parlerait quand même d'un kit un tour sur 2 où en gros ton damage dealer ne fait que avoir 50% de chance de stun. Voilà. Donc même avec ça, je pense que le mob ne serait pas broken, d'accord? Mais je pense que déjà, il serait plus jouable et ça serait une option peut-être à envisager en last pick. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses du mob en commentaire. Dis-moi si j'ai réussi à te convaincre, à te faire comprendre pourquoi le mob ATM ne peut pas marcher et ne sera jouable dans absolument aucun contenu de jeu. Si le format de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. Et puis en attendant les prochaines vidéos sur le sujet, je te dis à plus. Ciao ciao.